Et à toutes, merci d'être connectés ce matin. Nous allons parler du CEP et du compte personnel de formation. Donc CEP comme conseil en évolution professionnelle. On détaillera ça juste après. Voilà, pour être plus à l'aise, pour mieux s'entendre, vos micros sont coupés par défaut. Votre caméra aussi. Par contre, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. Ce webinaire-là, ce matin, il doit durer 1 heure. Il se réalise dans le cadre des lundis du CEP. Donc, tous les lundis, l'opérateur du CEP du réseau EVA organise ces webinaires 100% gratuits pour parler de tous les outils et de toutes les thématiques de l'évolution professionnelle. Donc ce matin, c'est moi qui suis là avec vous. Donc moi, je suis Marie Delon, je suis directrice de projet conseil en évolution professionnelle dans la région Occitanie. Mais je sais que parmi vous, il n'y a pas que des salariés, des indépendants de cette région-là. Donc je vais faire une présentation très générale et pas forcément axée uniquement Occitanie. Et on va parler de plusieurs cas ce matin. Donc déjà, on va commencer par présenter le service CEP, le cadre légal aussi du compte personnel de formation, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Et ensuite, on verra différents cas, on va dire, concrets d'accompagnement CEP qui ont mobilisé finalement le CPF et certains abondements. Donc, on va parler de l'abondement employeur, de l'abondement via le C2P, le compte professionnel prévention, et on parlera également de l'abondement de l'assurance maladie en présentant du coup 3 cas, et on terminera par un dernier cas qui évoque le projet de transition professionnelle, qui est un autre dispositif qui est rattaché aussi au CPF, mais qui fonctionne pas tout à fait de la même façon. Donc voilà la thématique de ce matin. Et vous pourrez bien sûr retrouver le replay de ce webinaire sur le site internet leslundis du CEP.fr. Donc l'adresse s'affiche juste en dessous. On commence rapidement par présenter ce qu'est le CEP. Donc le CEP, c'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel, neutre, et l'objectif de ce service, c'est de vous aider à formaliser un projet professionnel via le fait de faire le point sur votre situation, sur vos aspirations aussi. Et l'objectif, c'est que vous sortiez, on va dire, de l'accompagnement avec un objectif professionnel clair, précis, réaliste, et surtout que vous sortiez également avec le plan d'action pour mettre en œuvre ce projet-là. Et parfois, le plan d'action peut notamment passer par une formation et notamment passer par le compte personnel de formation. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on va en parler ce matin. Le CEP s'adresse à tous les actifs. Donc, quel que soit votre statut, vous pouvez bénéficier de ce service-là. C'est juste qu'en fonction de votre situation professionnelle, au moment où vous mobilisez ce service, c'est un opérateur différent qui va être là pour vous accompagner. Donc, par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, votre opérateur CEP, ça va être Pôle emploi. Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez vous adresser à Cap emploi. Si vous êtes cadre, vous pouvez vous adresser à l'APEC, etc. Et donc là, aujourd'hui, moi, je représente l'opérateur ici, qui est entouré en bleu, qui s'adresse plus particulièrement aux salariés et aux travailleurs indépendants. Et donc là, aujourd'hui, moi, je représente le réseau EVA qui intervient sur plusieurs régions en France. Et nous, on va accompagner donc tous les salariés du secteur privé, que vous soyez en CDI, en CDD, intérimaire, intermittent, voilà, quel que soit votre statut et votre temps de travail. On va également accompagner les travailleurs indépendants, donc là aussi, quel que soit votre statut, que vous soyez exploitant agricole, micro-entrepreneur, profession libérale, etc. Et on va veiller, par contre, que vous ne soyez pas déjà accompagné par un autre opérateur, par exemple, que vous ne soyez pas déjà accompagné par Pôle emploi ou l'APEC. Le réseau EVA, aujourd'hui, c'est un réseau qui, selon les régions, est composé de structures différentes. Donc, dans les régions concernées, il y a forcément un CIBC. Ce sont des centres de bilan de compétences. En fonction de la région, le CIBC s'est entouré de chambres consulaires, par exemple, ou d'autres partenaires du territoire. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet.
comment se passe un service CEP? Première étape, on va dire, c'est un coup de fil que vous passez à notre numéro unique, le 09 112 01 02 03. Et ensuite, tout le reste se passe sur rendez-vous. Donc, il y a une première étape qui est l'accueil individualisé, qui correspond au premier niveau de conseil, qui se déroule sur 2 heures en moyenne. L'objectif, c'est, lors de ce premier niveau de conseil, de faire le point sur votre situation, de voir ce qui vous emmène ici avec nous aujourd'hui, de recueillir, on va dire, tous les éléments clés de votre situation, de vous donner le premier niveau d'information dont vous avez besoin. Et surtout, on va voir ensemble si vous avez besoin ou pas d'un accompagnement plus approfondi, puisque si c'est nécessaire, on va pouvoir passer sur un second niveau de conseil qui se réalise là, on va dire, sur 6 heures en moyenne. Et là, l'objectif, c'est vraiment de formaliser votre projet, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, comment je le fais, par quoi je passe, et est-ce que surtout c'est cohérent avec la réalité de mon territoire, les perspectives d'emploi, par exemple, notamment. Donc là, c'est des durées moyennes. Ça peut bien sûr durer plus ou moins en fonction du niveau d'avancement de votre projet ou de votre niveau d'autonomie, tout simplement. Alors du coup, je n'ai pas l'œil sur le chat, mais Olivier, qui m'accompagne ce matin, se fera relais des questions si jamais il y en avait. Donc Olivier, n'hésite pas à me couper si jamais il y a des questions et que tu vois que j'avance sans y répondre. Pour information et pour terminer sur la présentation du service CEP, pour être compatible avec les horaires notamment des salariés et des indépendants, on va pouvoir, sur au moins une ville par département, vous recevoir le soir jusqu'à 20h et le samedi matin. Voilà. On va passer maintenant à ce qui vous intéresse plus particulièrement, c'est-à-dire le CPF. On va d'abord faire un zoom sur le cadre légal, faire un petit rappel, et ensuite on passera aux différents cas pratiques et notamment aux différents abondements qui sont possibles sur ce dispositif-là. Donc, ce qu'il vous faut savoir, c'est que votre compte personnel de formation, il est géré par la Caisse des dépôts et il est intégralement en ligne et vous allez pouvoir le retrouver sur le site moncompteformation.gouv.fr. Je le précise parce que nous, en tant qu'opérateurs du conseil en évolution professionnelle, on va pouvoir vous accompagner à mobiliser votre compte personnel de formation. Par contre, on n'a pas la main directement sur le compte puisque ce compte-là, il est géré et alimenté directement par la Caisse des dépôts et consignations. Votre compte, il va être du coup chaque année alimenté automatiquement. C'est-à-dire que lorsque vous vous connectez, que vous activez votre compte, les droits que vous avez acquis depuis que vous travaillez, ils sont visibles directement sur ce compte-là. Vous n'avez rien à faire. Par contre, avant qu'il y ait le CPF, il y avait ce qui s'appelait le DIF, le droit individuel à la formation. Donc le CPF, ça a été créé au 1er janvier 2015. Donc, tous les droits que vous aviez acquis avant cette date, ça relevait finalement des droits acquis au titre du DIF. Et donc, ça veut dire que ces heures de DIF, elles ne sont pas automatiquement, on va dire, alimentées sur votre compte. C'est à vous d'aller les saisir manuellement, directement, lorsque vous vous connectez. Ces heures de DIF, c'est vos employeurs en fait de l'époque, c'est-à-dire les heures de DIF. Le DIF a cessé au 31 décembre 2014. Donc, votre employeur de l'époque a dû vous remettre une attestation qui mentionnait votre solde d'heures de DIF que vous aviez du coup acquis au 31 décembre 2014. Et c'est ce solde-là que vous allez devoir reporter sur votre compte CPF en ligne. Donc, attention, les heures de DIF que vous aviez pu acquérir à cette date-là, elles sont définitivement acquises, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de date de péremption. Par contre, il faut que vous les ayez déclarées sur votre compte avant le 30 juin 2021. Si vous ne les avez pas déclarées avant cette date, finalement, elles seront perdues. Par contre, dès lors que vous les avez déclarées, elles sont définitivement acquises. Ensuite, sur l'alimentation du CPF, donc depuis le 1er janvier 2015, le compte est alimenté automatiquement. Depuis quelques années, il est d'ailleurs alimenté directement en euros, alors qu'avant c'était des heures. Et donc là, si vous travaillez au moins à mi-temps, aujourd'hui, votre compte il est alimenté de 500 € par an.
Et dans la limite de 5 000 euros, c'est-à-dire que lorsque vous aurez atteint les 5 000 euros, il ne s'alimentera plus. Et en fonction de votre statut, vous pouvez avoir des majorations. Donc la majoration, c'est 300 euros. Ça veut dire que vous pouvez en tout avoir jusqu'à 800 euros par an. Et vous pouvez avoir droit à la majoration si vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, par exemple, si vous avez une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, vous pouvez avoir une alimentation majorée de 300 euros. Et également, les salariés non qualifiés ont droit à cette majoration. Donc, si vous n'avez acquis aucun diplôme, vous pouvez aussi y avoir droit. Mais attention, c'est sous réserve d'avoir déclaré votre situation. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de cette majoration de 300 euros, il vous faut avoir déclaré le fait que vous soyez, par exemple, titulaire d'une RQTH, ou vous devez avoir déclaré le fait que vous n'avez aucun diplôme directement depuis votre compte en ligne CPF. Donc, à cette condition-là que vous pourrez obtenir cette majoration-là. Donc, pensez bien à le déclarer. Sur le compte personnel de formation, il n'y a que certaines formations qui sont éligibles. Ça veut dire que toutes les actions de formation ne sont pas finançables forcément avec les droits que vous avez acquis dessus. Donc, on va retrouver les actions de formation dites certifiantes, c'est-à-dire inscrites au RNCP ou au répertoire spécifique. Le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Donc, ces deux répertoires-là, ils sont gérés par France Compétences et c'est ce qui prouve officiellement qu'une certification est reconnue par l'État. Donc là, il faut que l'action de formation soit certifiante pour pouvoir être éligible et finançable via le CPF. On va aussi retrouver d'autres actions comme les accompagnements à la VAE, les bilans de compétences, le certificat CLEA aussi pour les connaissances, on va dire, de base. On va retrouver aussi les accompagnements pour la création ou la reprise d'entreprise et les permis, les formations code de la route, et les permis de conduire. Donc, toutes ces actions-là sont dites éligibles au CPF. Peut-être qu'il y a quelques questions. Olivier, tu me dis. Alors, une petite question pour revenir au CPF. Oui. S'il y a des heures de saisie sur le DIF, comment les modifier? Alors, normalement, s'il y a des heures de DIF qui ont été saisies, enfin qui sont déjà inscrites, ça veut dire que c'est vous qui avez dû les déclarer, puisque par défaut, les heures de DIF, en fait, elles sont à 0 lorsque vous activez le compte. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y a des heures inscrites, c'est que vous avez dû les saisir. Et si jamais vous avez saisi un nombre d'heures et que vous avez utilisé votre compte entre-temps, vous ne pouvez plus modifier ce solde. C'est-à-dire qu'une fois que vous aviez saisi des heures de DIF et qu'en plus vous aviez déjà utilisé votre compte, les heures, en fait, vous ne pourrez plus les modifier. Par contre, si vous les avez inscrites, mais que vous n'aviez jamais mobilisé votre compte, normalement, si vous avez un justificatif qui donne un nombre d'heures différent de celui qui a indiqué, vous devriez pouvoir les modifier en contactant directement la Caisse des dépôts. Vous avez un formulaire de contact sur le site du CPF, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes connecté à votre compte, tout en bas de la page, il y a un petit onglet contact. Et donc là, vous avez les coordonnées téléphoniques, mais aussi le formulaire de contact pour pouvoir écrire à la Caisse des dépôts directement pour résoudre certains problèmes. Une autre question. Oui. J'ai déclaré mes heures de DIF du dernier employeur. Et qu'en est-il des employeurs précédents? Alors, tous les emplois avant 2015 ne donnaient pas forcément lieu à l'acquisition d'heures de DIF, puisqu'il fallait, notamment quand vous étiez en CDI par exemple, il fallait être depuis plus d'1 an dans l'entreprise en CDI pour pouvoir commencer à acquérir, à accumuler, on va dire, des heures de DIF. Donc, tous les emplois avant 2015 n'ont pas forcément donné lieu à des heures de DIF. Par contre, si vous en aviez acquis, il faut regarder sur vos certificats de travail.
c'est-à-dire que autant le CPF, c'est directement mis sur le compte en ligne, donc vous vous connectez, vous savez si vous en aviez acquis. Le DIF, c'est différent puisque c'était les employeurs qui donnaient les soldes. Et donc, si vous aviez terminé un contrat, si vous aviez acquis des heures de DIF, c'est noté sur le certificat de travail. Donc, vous pouvez remettre la main sur le certificat de travail, on va dire, pour les contrats qui se sont terminés avant 2015, et puis vous faites la somme en fait de toutes les heures qui sont déclarées sur le certificat de travail. Et si vous étiez par contre déjà dans une entreprise au 31 décembre 2014, normalement c'est cet employeur-là aussi qui a dû vous faire une attestation d'heures de DIF. Et une question maintenant par rapport au CEP et la fonction publique. Auprès de qui s'adressent les agents de la fonction publique territoriale pour bénéficier du CEP? Alors, effectivement, nous, on va pas pouvoir accompagner les agents publics. Donc, en fonction de la fonction publique, il y a effectivement différents services. Pour la fonction publique territoriale, normalement, c'est le centre de gestion de votre département qui assure, alors ça s'appelle pas forcément un conseil en évolution professionnelle, des fois c'est du conseil à la mobilité ou du conseil carrière professionnelle, mais en général c'est le centre de gestion de votre département. Et là, je pense qu'on va te laisser poursuivre le CPF parce que là, il y a une question sur qu'est-ce que la certification CLEA. Je pense que tu vas en parler. Alors, la certification CLEA, je ne vais pas en parler dans le détail, mais c'est une certification qui permet de faire reconnaître ces acquis sur les compétences de base, sur ce que l'on appelle le socle de connaissances nécessaires à un travail, à une vie professionnelle. Donc, il y a ça permet de faire reconnaître, par exemple, un certain niveau de connaissance. Je vulgarise exprès pour le simplifier, mais en français, en calcul, en travail en équipe, etc. Voilà, c'est un certificat pour faire reconnaître le socle commun de base des connaissances et compétences de la vie professionnelle. Si vous voulez plus d'informations, il y a un site internet, vous tapez certificat CLEA sur internet et vous tomberez sur le site où tous les modules et le contenu de ce certificat sera détaillé. Petite dernière précision par rapport au CEP et les agents de la fonction publique. Ce sont les mêmes informations pour les fonctions publiques d'État? Alors, la fonction publique d'État, ça va dépendre aussi là, du ministère en question, parce qu'en fonction du ministère, pas forcément la même organisation. Mais pour la fonction publique, par exemple, d'État qui relève du ministère de l'Éducation nationale, il y a effectivement des conseillers mobilité. Alors, ça s'appelle pas du CEP, mais souvent, il vous faut vous rapprocher de votre service RH et puis vous orienteront vers le bon interlocuteur. Pour le moment. J'avance du coup. Donc, sur le CPF, ce qu'il faut noter, c'est que si vous souhaitez réaliser la formation sur votre temps de travail, vous devrez automatiquement demander une autorisation d'absence à votre employeur. Sachant que pour le CPF, on va dire classique, dont on parle ce matin, votre employeur, il peut refuser autant de fois qu'il le souhaite de vous laisser partir en formation sur votre temps de travail. Il n'a aucune justification à vous donner. S'il accepte, par contre, que vous alliez vous former dans le cadre du CPF sur votre temps de travail, on va considérer que ce temps de formation constituera finalement un temps de travail habituel classique et du coup, votre employeur devra maintenir votre rémunération pendant la formation. C'est une obligation. En termes de prise en charge, donc c'est la Caisse des dépôts qui gère et qui finance le compte personnel de formation et la Caisse des dépôts ne financera que le coût pédagogique, c'est-à-dire les frais de formation. Et la Caisse des dépôts ne financera ce coût-là qu'à hauteur des droits acquis sur votre compte. Donc, si vous avez 2 000 € sur votre compte, par exemple, la Caisse des dépôts ne financera que des frais de formation à hauteur de 2 000 €. Et donc, si la formation que vous visez dépasse les 2 000 €,
Il vous faudra donc trouver des solutions et c'est là que l'on va parler du coup des abondements possibles à ce que la Caisse des dépôts peut elle-même financer. Il n'y a pas de prise en charge dans le cas du CPF, c'est important de le préciser. Il n'y a pas de prise en charge ni du salaire, ni des frais annexes. C'est-à-dire que s'il y a des frais de déplacement, des frais d'hébergement par exemple, la Caisse des dépôts ne les prend pas en charge. La Caisse des dépôts ne prend pas non plus en charge votre salaire, c'est-à-dire que si vous faites la formation sur votre temps de travail parce que votre employeur est d'accord, votre employeur va maintenir votre salaire, mais il n'en sera pas remboursé. Voilà, c'est vraiment c'est l'employeur qui prend en charge le coût du salaire. C'est pour ça aussi que pour certains projets, votre employeur vous demandera de le faire hors temps de travail, par exemple, parce qu'il ne souhaite pas maintenir votre rémunération pendant votre formation, notamment s'il estime que le projet de formation n'a rien à voir avec votre poste de travail, avec la stratégie, on va dire, de l'entreprise. Si vous ne disposez pas du coup d'assez d'euros sur votre compte, alors là je parle d'euros, mais effectivement, comme il y a certainement, d'après les questions, ce que je comprends des agents de la fonction publique connectés ce matin, vous avez un compte encore qui est en heures. Les comptes en euros, c'est vraiment les comptes des salariés du secteur privé. Donc, un salarié du secteur privé qui ne dispose pas d'assez d'euros sur son compte pour pouvoir financer sa formation, première solution, sachez que vous pouvez cofinancer vous-même ce qu'il manque. En fait, vous faites un paiement en carte bleue, comme si vous faisiez vos courses sur Internet, c'est un petit peu pareil. Donc, en fonction de ce qui vous manque, vous pouvez aussi, vous avez le choix de pouvoir cofinancer vous-même le complément. Par contre, vous pouvez aussi étudier les autres possibilités d'abondement. Donc là, on va les balayer, hein, notamment rapidement, mais votre employeur peut décider d'abonder votre CPF. Vous pouvez aussi avoir un complément du compte professionnel de prévention. Donc ça ne concerne pas tout le monde, mais on en parlera tout à l'heure. Vous pouvez aussi, selon certaines conditions, bénéficier d'un abondement de l'assurance maladie. Donc ça ne concerne pas tout le monde non plus. Pôle emploi également, si vous êtes demandeur d'emploi. Et si aucun abondement n'est possible et que vous ne souhaitez pas cofinancer vous-même le complément, ou que vous avez besoin d'une prise en charge de votre salaire, c'est-à-dire si la formation elle n'a rien à voir avec votre poste de travail, qu'elle dure longtemps, etc., votre employeur il n'acceptera pas votre absence s'il doit vous payer pendant que vous êtes en formation pendant 6 mois, par exemple. Donc, pour ces cas-là un peu plus particuliers, il y a un autre dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle, le PTP. Donc là, on en parlera aussi dans le dernier cas. Donc là, c'est par exemple si aucun abondement n'est possible ou que vous souhaitez la prise en charge de votre salaire ou des frais annexes, ce que ne prend pas le CPF classique, on pourra aussi passer via cet autre dispositif-là, on en parlera à la fin. Sachez que pour l'achat de la formation, lorsque vous mobilisez le CPF, tout va se passer en ligne sur votre compte. Donc vous, une fois que vous avez activé votre compte personnel de formation, vous avez un moteur de recherche dans lequel vous allez identifier la formation que vous souhaitez acheter. Donc ça veut dire que sur l'application du CPF ou sur le site du CPF, vous avez en fait la liste sur le moteur de recherche des formations qui sont éligibles, puisque les organismes de formation, eux, ils auront fait enregistrer leur offre de formation sur le site du CPF de façon à ce que cette offre de formation, elle soit visible et que vous puissiez l'acheter. Dans certains cas, il arrive qu'une formation soit bien éligible de droit au CPF parce qu'elle elle donne officiellement un diplôme, par exemple, mais pour que vous puissiez l'acheter, il faut aussi que l'organisme de formation soit allé déclarer cette formation-là sur le site du CPF. S'il ne l'a pas fait, vous ne pourrez pas l'acheter. Donc finalement, il y a 2 conditions pour pouvoir utiliser votre CPF classique. C'est d'abord que la formation soit bien éligible. On a vu la liste des actions éligibles tout à l'heure. Mais la deuxième condition, c'est aussi que l'organisme de formation soit allé finalement déclarer et enregistrer cette offre-là sur le site du CPF. Sinon, vous ne pourrez pas la sélectionner pour l'acheter. Et donc, une fois que vous avez identifié l'offre de formation, vous l'achetez
directement depuis le site. Et c'est la Caisse des dépôts qui s'occupera de payer directement l'organisme de formation. Vous n'avez aucune avance de frais à faire, sauf si, bien sûr, vous payez un complément en carte bleue, par exemple, si vous décidez d'abonder vous-même l'action de formation. Donc voilà comment ça se passe. Avant de passer au cas pratique, juste un petit rappel. Faites bien attention avant d'acheter une formation. Lisez bien les conditions générales d'utilisation du site CPF. C'est-à-dire que tout en bas de la page d'accueil du CPF, vous avez un petit onglet conditions générales d'utilisation. Et c'est très important parce qu'une fois que vous avez validé un achat de formation, on va dire que 7 jours avant l'entrée en formation, vous ne pouvez plus annuler. Donc, si vous annulez et que vous n'avez pas de raison, on va dire, valable d'annuler, l'argent que vous aviez, on va dire, engagé ne vous sera pas remboursé. Voilà. Donc, c'est vraiment très important avant de cliquer sur « Valider mon inscription ». Lisez bien les conditions générales d'utilisation pour être sûr voilà, de ne pas faire d'erreur, etc. et de bien voir dans quelles conditions vous pouvez annuler ou pas cet achat de formation. Petite question formation. Oui. Est-ce qu'une formation type master est possible avec le CPF? Alors oui, puisque un master, alors si on parle des masters délivrés par l'université, tous les masters sont inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles, c'est-à-dire au fameux RNCP. Donc une formation inscrite au RNCP, elle est éligible au CPF. Par contre, pour pouvoir l'acheter, là c'est pareil, il faut que l'université en question soit allée finalement déclarer ce master sur le site du CPF, sinon vous ne pourrez pas l'acheter. Sur ce type de formation aussi, les masters, on est quand même sur des formations en général assez longues. Et donc, parfois, c'est pas forcément le CPF, on va dire, classique dont on parle là ce matin qui va être utilisé, mais plutôt le projet de transition professionnelle qui est davantage fait pour les formations longues, etc. Parce que qui dit formation longue, dit longue absence du poste de travail. Et donc, plus vous demandez à votre employeur une absence pour formation longue, plus ça va lui coûter, puisqu'il doit maintenir votre rémunération dès lors que ça se passe sur le temps de travail. Donc, votre employeur, il aura tendance, pour les projets de formation très longues, à vous orienter vers le projet de transition professionnelle parce que votre rémunération sera prise en charge. Donc ça, on en reparlera. Alors, c'est vrai que souvent, on a l'impression que c'est complexe, toutes ces ingénieries, on va dire, de financement de formation. C'est pour ça aussi qu'il ne vous faut pas hésiter à rencontrer un conseiller en évolution professionnelle parce que le conseiller est là aussi, d'une part, pour vous aider à identifier la bonne formation et à vérifier aussi que la formation vous permettra bien d'atteindre votre objectif professionnel. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, une fois que la formation a bien été identifiée, le conseiller est là aussi pour vous aider à optimiser, on va dire, l'ingénierie financière, à choisir le bon dispositif de financement et à mobiliser le bon abondement aussi en fonction de votre situation. Donc, surtout, là, il ne faut pas croire qu'avec un webinaire d'1 heure, vous serez en capacité de tout saisir sur le compte personnel de formation parce que c'est quand même plus complexe que ça. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre un rendez-vous avec un conseiller pour aller un petit peu plus loin et pour vraiment étudier on va dire les possibilités par rapport à votre projet à vous. Du coup, je passe aux quelques exemples de parcours d'accompagnement CEP au sein desquels le CPF a été mobilisé. On va commencer par le cas de Léa. Donc, Léa, elle a 26 ans. Elle a 1500 € sur son compte CPF. Elle est aujourd'hui chargée de communication au sein d'un grand groupe de la distribution alimentaire. Et elle vient voir une conseillère en évolution professionnelle parce qu'elle veut acquérir de nouvelles compétences dans la création de vidéos pour le web. C'est-à-dire qu'elle fait ça, on va dire, sur le plan plutôt personnel aujourd'hui, mais elle aimerait vraiment acquérir des compétences vraiment à un niveau un peu plus expert
dans ce domaine-là, à la fois pour ses créations personnelles, ce qu'elle fait hors temps de travail, mais aussi pour pouvoir s'en servir dans son travail de chargée de communication. Donc là, avec Léa, sa conseillère en évolution professionnelle l'a aidé à identifier les compétences à acquérir par rapport à son objectif, c'est-à-dire moi ce que je veux c'est pouvoir créer des vidéos pour le web de A à Z. Ok, quelles sont les compétences qu'il me faut acquérir, quel est peut-être le logiciel qu'il me faut absolument maîtriser pour cela, etc. Une fois qu'on a identifié les compétences à acquérir, Léa, elle a été aidée à sélectionner plusieurs offres de formation éligibles au CPF qui correspondaient à sa demande. Elle les a comparées, donc comparer les programmes de formation, les durées, les coûts, etc., pour choisir celle qui lui semblait la plus adaptée à son projet. Avec sa conseillère en évolution professionnelle, elle a également préparé un argumentaire pour pouvoir proposer cette action à son employeur. Parce que en fait la formation elle coûte un peu plus de 1 500 € au total, et donc l'idée de Léa aussi, puisque elle se dit que ces compétences-là elle pourra les utiliser sur son poste de travail et finalement les mettre au service de son entreprise, pourquoi pas demander à son employeur de venir compléter le montant dont elle a besoin pour financer cette action. Et donc là, elle a été guidée aussi par sa conseillère pour acheter la formation en ligne, demander l'abondement à l'employeur, etc., etc. Donc le cas de Léa, ça nous permet de faire un petit zoom sur l'abondement employeur. Donc concrètement, comment ça se passe? D'abord, il faut avoir repéré une formation. C'est-à-dire que vous avez un projet de formation, vous pensez que ça peut intéresser votre employeur parce que ça peut être utile sur votre poste de travail, ou parce que votre employeur est plutôt dans une dynamique de soutenir aussi les projets de formation de ses salariés. Donc avant toute chose, il vous faut avoir identifié la formation que vous souhaitez suivre dans le cadre du CPF. Donc cette formation-là, vous pouvez l'identifier tout seul de votre côté, ou alors vous faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle. Donc vous repérez la formation sur le site du CPF, vous allez cliquer sur créer mon dossier d'inscription. Donc ça ne valide pas votre achat, hein. Ça vous permet juste de créer un dossier, d'initier un dossier d'inscription. Une fois que vous aurez cliqué là-dessus, on vous propose, en fait, avant d'envoyer votre inscription, donc quand vous cliquez sur envoyer mon inscription, là, ça valide vraiment l'inscription. Donc il ne faut pas aller jusque-là. Avant, il va vous falloir demander un financement à votre employeur. Donc en cliquant sur ce petit bouton-là, vous allez pouvoir générer un document sur lequel il y aura la formation que vous visez, les dates, le descriptif de la formation, le coût et surtout ce qu'il manque, c'est-à-dire ce qu'il faudrait que votre employeur vienne financer. Ce document-là, vous allez le transmettre à votre employeur. Il y aura toutes les informations qu'il faut dessus. Vous pouvez aussi rajouter un argumentaire, c'est-à-dire en quoi cette formation peut être utile pour l'entreprise. Voilà, un argumentaire en gros pour expliquer à votre employeur quel intérêt il peut avoir à compléter le financement qu'il vous manque. Et si votre employeur accepte de compléter votre CPF, il y a un site en fait qui est prévu pour les employeurs. Tout est noté de toute façon sur le site du CPF, et sur le document surtout que vous pouvez télécharger. Si votre employeur accepte, il ira directement compléter, verser le montant sur votre CPF. Et une fois que votre CPF aura atteint le montant nécessaire, vous pourrez là finaliser votre demande d'inscription pour la formation souhaitée. Donc voilà, là c'est les grandes lignes de comment ça se passe. Sur le site du CPF, de toute façon, vous pouvez, il y a des vidéos notamment qui expliquent comment vous pouvez faire votre demande à l'employeur, comment lui, il peut ensuite aller verser quelques euros sur votre compte CPF, etc. Tout est assez bien expliqué. Puis sinon, vous demandez à votre conseiller en évolution professionnelle. Là, sur le cas de Léa, concrètement, son employeur a accepté d'abonder ce qui lui manquait,
Donc, elle, il lui manquait 750 € pour pouvoir financer la formation qui l'intéressait. Donc, sa formation, c'était une formation de 3 jours pour apprendre à créer des vidéos sur le web et notamment utiliser un logiciel particulier. Donc, son employeur, là, le deal avec Léa, c'était OK, je complète, je finance ces 700 € qui manquent. Par contre, la condition, c'est que tu réalises cette formation sur tes congés, donc en dehors du temps de travail. Donc, Léa, ça lui allait très bien parce que de toute façon, elle souhaitait faire cette formation-là. Donc, elle a posé 3 jours de congé et elle est allée faire cette formation sur ses congés. C'est pas une obligation de le faire en dehors du temps de travail. L'employeur, il peut tout aussi bien aussi accorder que la formation se fasse sur le temps de travail. Du coup, Léa, elle est allée se former, elle est retournée dans son entreprise, plus motivée que jamais, et elle a proposé du coup à son entreprise d'ouvrir la chaîne YouTube de la boîte pour dynamiser également aussi les réseaux sociaux, etc. Et du coup, elle se sert de ses nouvelles connaissances sur la création de vidéos pour la communication sur le web dans son entreprise. Donc, ça peut aussi avoir des intérêts pour l'employeur. Et ça, c'est un argumentaire aussi que vous pouvez amener à votre employeur, c'est-à-dire que parfois, selon les projets, ça peut être des compétences complémentaires que vous pouvez mettre au service de l'entreprise. Pour l'employeur, ça valorise aussi le fait d'avoir co-construit un projet avec le salarié. Et puis souvent, ça permet aussi, si on se place du point de vue de l'employeur, un salarié qui va se former à sa demande, c'est souvent un salarié ensuite plus motivé dans l'entreprise. Olivier, je ne sais pas si avant de passer au cas suivant, il y a des questions sur l'abondement employeur. Alors, justement, sur le cas de Léa, je suis conseillère municipale dans la commission communication. Auprès de qui me renseigner et qui peut abonder ma formation? Alors là, pour les agents de toute façon de la fonction publique, il n'y a que l'employeur. Puisque tous les autres dispositifs qui sont à disposition des salariés du privé ne seront pas mobilisables. Donc là, c'est l'employeur et dans la mairie, en fait, ça dépend de à quel point la mairie est importante, mais c'est soit le service RH, soit directement les équipes de la mairie. Après, c'est conseillère municipale, c'est ça, j'ai entendu? Oui. C'est ça, Olivier? Oui, oui, oui. Après, il faut juste voir parce que parfois, on peut aussi avoir une autre fonction à côté. Donc, si la personne a aussi par ailleurs un emploi en parallèle dans le secteur privé, il peut aussi y avoir une alimentation liée à l'emploi dans le privé. Et dans ce cas-là, c'est auprès de l'entreprise du secteur privé qu'il faut se rapprocher. Voilà. Autre question. Oui. Comment l'employeur abonde et la facturation par l'OF de l'employeur, à l'employeur, pardon. Alors, l'OF ne va pas facturer l'employeur, puisque tout se passe sur le site en ligne. Donc, c'est la caisse, c'est pas l'employeur qui va payer l'organisme de formation, c'est l'employeur qui va verser de l'argent sur le compte personnel de formation du salarié. Et donc, c'est la caisse des dépôts, puisque c'est la caisse des dépôts qui gère le versement aux organismes de formation. Donc, c'est la caisse des dépôts qui versera à l'organisme de formation. Après, l'employeur, il y a une procédure. C'est vrai que je ne l'ai pas détaillé parce que c'est pas le salarié qui s'en occupe. En fait, l'employeur, il va aller sur un site qui s'appelle netentreprise.fr, je crois. Et en fait, c'est sur ce site-là qu'il va identifier le salarié. Donc, il va mettre le nom du salarié, son numéro de sécurité sociale. Il va aussi mettre combien il veut verser et puis il va faire un paiement directement. Et ça ira sur le compte CPF du salarié. Donc, officiellement, c'est le salarié qui achète la formation. C'est juste que grâce à son employeur, le salarié, il a un peu plus d'argent sur son compte personnel de formation et qu'il peut du coup acheter la totalité grâce à son CPF. La procédure pour l'employeur, elle est expliquée sur le site. Alors, il y a un site pour les employeurs, j'ai plus le nom en tête, mais si on tape compte personnel de formation, abondement employeur sur Internet, on a toutes les informations, c'est vraiment très bien expliqué, il y a des vidéos, etc. Il ne faut pas hésiter à y aller. Est-ce que je peux poursuivre, Olivier? Oui.
Donc, deuxième cas, Joël, 49 ans. Donc, Joël, elle a à la fois 2300 € sur son compte personnel de formation, mais elle a également acquis des points sur son compte professionnel prévention. Donc là, on va parler de ce fameux compte qui s'appelle aussi le C2P. Donc Joël, elle est veilleuse de nuit depuis 5 ans dans un établissement du secteur médico-social. Et aujourd'hui, elle souhaite changer de métier, se reconvertir parce que le travail de nuit, etc., ça la fatigue de plus en plus. Et elle aimerait revenir vers un secteur dans lequel elle possède déjà de l'expérience, c'est-à-dire le secteur du secrétariat. Surtout que de temps en temps, Joël, elle fait aussi, quand c'est nécessaire, des petits remplacements au sein de son entreprise, des remplacements dans le secteur administratif, secrétariat, etc. Mais bon, son emploi, on va dire, principal, c'est bien veilleuse de nuit. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a acquis des points professionnels prévention. Bon, on peut dire, pour simplifier, des points pénibilité, même si c'est plus tout à fait ça. Mais en tout cas, c'est des points liés au risque professionnel. Donc là, c'est le travail de nuit qui lui permet d'acquérir ces points. On va en reparler juste après, puisqu'on fera un zoom sur ce compte professionnel de prévention. En tout cas, dans le cadre du CEP, Joël, elle a pu, avec sa conseillère, explorer le métier de secrétaire. En tout cas, comme ça fait quelques années qu'elle n'exerce plus, on va dire, officiellement ce poste-là, avec sa conseillère, elles ont regardé comment on accède à ce métier, quel est le marché du travail, quelles sont les compétences aussi demandées par les entreprises aujourd'hui, quelles sont les techniques qu'il faut absolument maîtriser pour être employable, etc., etc. Grâce à cette exploration-là, elle a pu finalement identifier que son employabilité serait plus importante si elle se formait aussi un peu en comptabilité, c'est-à-dire que Joël, elle maîtrise toujours aujourd'hui tous les logiciels bureautiques, toutes les techniques un peu de secrétariat classique. Par contre, elle observe que si elle se formait en comptabilité pour avoir, on va dire, plus de cordes à son arc, elle trouverait plus facilement un emploi par la suite. Donc, avec sa conseillère, elle a été aidée, accompagnée à identifier, on va dire, et à choisir la meilleure, on va dire, formation par rapport à son objectif professionnel. Et elle a été aidée aussi à identifier le financement associé et notamment à passer par ce fameux compte professionnel prévention. Donc là, si on fait un petit zoom sur ce fameux C2P, le compte professionnel prévention, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un compte qui est finalement financé par les employeurs, puisque c'est l'employeur qui verse une cotisation pour financer ces comptes-là. Et ça permet donc aux salariés qui sont exposés à des facteurs de risque professionnel d'acquérir des points. Donc, il y a jusqu'à 100 points qui peuvent être acquis sur ce compte professionnel prévention. Donc là, il y a un site internet. Donc, tout le monde peut aller activer ce compte. C'est juste qu'en fonction de votre situation professionnelle, est-ce que vous êtes exposé ou pas à des facteurs de risque professionnel, en fonction de la réponse, soit vous avez des points, soit non. Donc, par contre, vous pouvez tout le monde peut aller activer son compte. C'est juste que si vous n'êtes pas exposé à des facteurs de risque, votre compte il sera à 0 points. Je vous ai pas mis le détail de comment on commence à acquérir des points, mais le travail de nuit, par exemple, en fait partie. Le fait d'être exposé à beaucoup de bruit aussi. Voilà, il y a différents facteurs de risque. Vous pouvez les consulter sur ce site-là. Sachant que c'est l'employeur qui déclare l'exposition à l'un ou l'autre des facteurs de risque. Et ensuite, vous pouvez utiliser ces points de plusieurs façons, de 3 façons en réalité. Première façon, si vous avez acquis des points sur ce C2P, c'est d'utiliser ces points-là pour anticiper un départ à la retraite, c'est-à-dire que 10 points égale un trimestre pour la retraite. Vous pouvez aussi utiliser ces points-là pour faire diminuer votre temps de travail, mais sans perdre de salaire. Donc, par exemple, 10 points, ça vous permet de diminuer de 50% votre durée du travail pendant 90 jours sans perte de salaire. Donc, en fonction du nombre de points que vous avez, voilà, vous pouvez vous en servir. Et dernier cas, et c'est celui qui nous intéresse ce matin, c'est d'utiliser ces points, de les convertir en euros pour pouvoir cofinancer un projet de formation dans le cadre du CPF.
Donc, on va le voir un peu plus en détail, mais un point, ça peut être converti à hauteur de 375 €. Et du coup, ça peut venir abonder aussi un projet de formation dans le cadre du CPF. Ce compte, il ne pourra être mobilisé que si vous avez un projet de formation précis. C'est-à-dire que vous ne pouvez demander la conversion de vos points que pour un projet de formation que vous avez identifié. Et ce projet de formation, il doit permettre d'accéder à un emploi moins exposé aux facteurs de risque professionnel. C'est la condition. Et d'ailleurs, le conseiller en évolution professionnelle, il est là aussi pour vérifier, pour contrôler, on va dire, que vous convertissez bien vos points pour accéder à un emploi moins exposé aux facteurs de risque professionnel. Ensuite, concrètement, comment ça fonctionne, hein, ce compte? Vous allez pareil repérer la formation sur le site du CPF, ça va vous générer un numéro de dossier, etc. Et une fois que vous avez identifié la formation, donc ça c'est ce que vous faites sur le site du CPF, ensuite vous allez sur le site du C2P aller réserver les points correspondants. Donc si vous avez besoin de 3 points, vous réservez 3 points. Si vous avez besoin de 5 points, vous réservez 5 points. C'est en fonction aussi du nombre d'euros qui vous manque. Et ensuite, vous allez finaliser la demande auprès de la Caisse des dépôts. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réservé vos points sur le site du compte professionnel prévention, que vous avez aussi obtenu l'attestation de votre conseiller en évolution professionnelle, comme quoi la formation vous permettrait bien d'accéder à un emploi moins exposé au risque. Dans ce cas-là, auprès de la Caisse des dépôts, vous allez finaliser la demande et c'est la Caisse des dépôts qui va s'occuper de convertir vos points. Et une fois que vous aurez perçu ce montant-là en euros sur votre compte, vous pourrez finaliser votre dossier formation sur le site du CPF directement. Donc là, si on prend le cas du coup de Joël, grâce à ses compétences, son expérience précédente, etc., elle a pu suivre une formation allégée, alors allégée mais qui durait quand même 4 mois, hein, c'est pas rien, mais en tout cas une formation vraiment qualifiante d'assistante comptable, au lieu d'une formation qui dure, on va dire, à peu près 7 ou 8 mois. Donc elle a pu bénéficier d'un allègement, elle n'a suivi que 4 mois de formation, dont 1 mois de stage, et elle l'a financé en mobilisant son CPF et ses points prévention. Elle a fait cette formation-là à distance, en dehors de son temps de travail. Comme elle travaille la nuit, en fait, elle a consacré une petite partie de ses journées à faire cette formation à distance. Et elle a pu réaliser le stage obligatoire qu'il fallait au sein du service comptable de son entreprise. Donc là, pour Joël, elle aurait également pu demander à son employeur de réaliser la formation sur son temps de travail si jamais, si jamais ça s'y prêtait. C'est pas forcément hors temps de travail. Si l'employeur est d'accord, ça peut aussi se faire sur le temps de travail. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, Olivier, avant de passer. Pour le moment, pas de questions. Ok. C'est vrai que le C2P, c'est très particulier. Tout le monde n'a pas des points sur son compte. Ça dépend du poste que vous occupez. Autre cas, c'est celui d'Antoine, 45 ans. Antoine, il a 3 600 € sur son CPF. Il travaille dans le bâtiment depuis 11 ans en tant que chef d'équipe maçon. Il est aussi maçon lui-même, bien sûr. Et suite à un accident du travail, il ne peut plus exercer son métier sur le terrain. Il souhaite donc changer de métier, mais tout en restant dans le secteur du bâtiment parce que c'est quelque chose qui l'intéresse. Le secteur d'activité lui plaît toujours énormément. Suite à son accident du travail, l'assurance maladie a déclaré un taux d'incapacité permanente de 15%. Donc là, ça veut dire que notamment, il a un taux d'incapacité permanente supérieur à 10%, ce qui lui permet à Antoine de mobiliser l'abondement de l'assurance maladie. Donc là, le taux d'incapacité permanente, ça veut dire aussi que il est en incapacité permanente, notamment c'est reconnu d'exercer. En tout cas, que l'accident du travail l'a handicapé pour le reste ensuite de sa carrière professionnelle. Donc là, avec sa conseillère, il a pu explorer les autres métiers du secteur du bâtiment, puisque son souhait, c'était quand même de rester dans le bâtiment, même s'il ne peut plus exercer la maçonnerie. Donc,
Ils ont regardé ensemble les différents métiers, les contenus du métier, est-ce que c'est voilà physique ou pas, etc. Comment on y accède, quelles sont les perspectives d'emploi, etc. Et donc là, dans ce cadre-là, Antoine, il a identifié vraiment, enfin, il a évoqué un intérêt très fort pour le métier de grutier, donc conducteur de grue, hein, en gros. Dans le cadre du CEP, il a pu réaliser une immersion auprès de 2 professionnels et confirmer du coup son intérêt. Donc, dans le cadre du CEP, on peut prescrire des conventions de stage pour pouvoir aller réaliser justement des immersions au sein, alors c'est jamais dans son entreprise, c'est toujours dans une entreprise extérieure, mais ça permet de passer quelques jours avec un professionnel pour découvrir un métier, etc. Par contre, ça se fait obligatoirement en dehors de son temps de travail. Avec sa conseillère, il a aussi pu identifier la bonne formation pour y accéder. Et après avoir analysé les sources de financement possibles, finalement, ils ont décidé de partir sur un dossier CPF avec un abondement de l'assurance maladie. Donc là, concrètement, comment ça se passe? Pareil, alors déjà, c'est vrai que je l'ai pas noté, enfin, que je le rajoute, l'abondement, il peut aller jusqu'à 7 500 €. Donc c'est un gros abondement, hein, ça peut vraiment financer de belles actions de formation. Concrètement, comment ça se passe? Comme pour toutes les formations qui passent par le CPF, il faut identifier bien sûr la formation sur le site du CPF. Il faut initier un dossier d'inscription, mais sans finaliser la demande. Et une fois que l'on a fait ça, on se rapproche de la Caisse des dépôts pour mobiliser justement l'abondement de l'assurance maladie. C'est la Caisse des dépôts qui va s'occuper de tout. Et bien sûr, la Caisse des dépôts va vous demander la notification de l'assurance maladie pour prouver que vous avez bien une incapacité permanente d'au moins 10%. Elle va vous demander aussi une attestation de votre conseiller en évolution professionnelle, puisque le conseiller doit attester également que la formation va bien vous permettre de vous reconvertir. Donc voilà pour l'abondement de l'assurance maladie, sachant que vous pouvez le mobiliser, cet abondement-là, dans les 2 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la notification de l'assurance maladie, vous avez 2 ans pour pouvoir mobiliser cet abondement-là. Si on reprend le cas d'Antoine, alors pendant l'accompagnement CEP, malheureusement, il a été licencié pour inaptitude. Il ne pouvait plus occuper son poste de travail. Son employeur n'a malheureusement pas pu le reclasser sur un autre poste. Donc, il a été licencié pendant l'accompagnement CEP. Et une fois inscrit à Pôle emploi, il a pu mobiliser le fameux abondement de l'assurance maladie. Il n'y a pas besoin d'être salarié pour le mobiliser, puisque la règle, c'est juste de mobiliser dans les 2 ans qui suivent la déclaration en fait, de l'incapacité permanente. Et donc là, une fois inscrit à Pôle emploi, il a pu entrer en formation pour obtenir le diplôme de conducteur de grue. On peut aussi imaginer, imaginons si son employeur dans le bâtiment avait eu un poste de grutier à pourvoir dans son entreprise. Il aurait très bien pu rester salarié de l'entreprise, mobiliser pareil l'abondement de l'assurance maladie, mais suivre la formation en étant toujours salarié et ensuite changer de poste directement au sein de son entreprise. Est-ce que, Olivier, il y a des questions là-dessus, sur cet abondement-là? Pas de questions pour le moment. Du coup, je continue. Dernier cas qui va nous permettre de parler d'un dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle. Alors, il est adossé au CPF, mais il ne fonctionne pas tout à fait comme le CPF classique que l'on vient de voir, mais il mobilise quand même votre CPF. Donc là, pour l'illustrer, on va prendre le cas de Cyril. Cyril, il travaille dans l'aéronautique depuis 4 ans. Il est aujourd'hui en chômage partiel. Et il vient voir le CEP parce que finalement, il souhaite profiter de cette période un peu plus calme pour changer de métier. Et il pense notamment au métier de plombier. Cyril, il a 2 800 € sur son CPF. Et dans le cadre du CEP, donc bien sûr, toujours, comme dans tous les accompagnements, il a pu obtenir et analyser l'information sur le métier visé, comment on y accède, quelle est l'offre de formation, quel est le marché du travail, etc. Il a pu lui aussi réaliser des immersions. Donc, il a fait une immersion auprès d'un plombier salarié et auprès d'un plombier indépendant, qui lui a permis de confirmer vraiment son intérêt pour ce métier-là.
Avec sa conseillère, il a aussi comparé les offres de formation, recueilli les programmes, etc., pour identifier la bonne formation. Et il a identifié les sources de financement possibles. Et finalement, ils sont partis sur le fait de passer par le PTP, le projet de transition professionnelle. Qu'est-ce qui change par rapport au reste? C'est que dans le cadre du CPF, on l'a dit, ça ne permet de financer que le coût de la formation. Il n'y a pas de prise en charge, par exemple, du salaire. Donc là, une formation de plombier, la formation que Cyril a identifiée, c'est une formation de 8 mois qui n'a rien à voir avec son poste aujourd'hui. Donc, pourquoi son entreprise accepterait de financer son salaire pendant qu'il est en formation de plombier pendant 8 mois? Donc, du coup, le dispositif le plus adapté, c'est le PTP, parce que ce dispositif-là, il permet de rembourser à l'employeur la rémunération qui est versée au salarié, donc ça ne coûte rien à l'employeur. Concrètement, ce PTP, alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ce dispositif, il est financé et géré par les associations Transition Pro. Donc, il y a une association dans chaque région. Donc, vous retrouvez les coordonnées de celle de votre région sur le site ici, www.transitionpro.fr. L'objectif de ce dispositif-là, c'est de vous aider à financer une formation certifiante, c'est-à-dire qui est officiellement reconnue, inscrite au RNCP, comme on en a parlé tout à l'heure. Et c'est obligatoirement également pour changer de métier, c'est-à-dire que c'est obligatoirement pour de la reconversion. La prise en charge de ce dispositif-là, c'est, on va en reparler, mais c'est le coût de la formation, quel que soit le montant que vous avez sur votre compte CPF. C'est-à-dire que vous pouvez, que vous ayez 3 000 € sur votre compte personnel de formation ou 0 €, vous pouvez faire une demande de PTP. Le montant que vous avez sur votre compte n'a pas d'incidence. Par contre, bien sûr, si vous avez 3 000 € sur votre compte CPF, ils seront aspirés, ils seront utilisés pour participer au financement du projet de formation. Donc, ce dispositif-là, il s'adresse uniquement aux salariés du secteur privé. Et en fonction de si vous êtes en CDI, en CDD, voilà, il y a des durées minimales d'activité. Donc, pour les salariés en CDI, par exemple, il vous faut justifier pour en bénéficier de 24 mois d'activité salariée, dont au moins 1 an d'ancienneté dans votre entreprise actuelle. Pour les salariés en CDD, il faut justifier de 2 ans d'activité salariée dans les 5 dernières années et au moins 4 mois en CDD dans l'année qui précède l'entrée en formation. Ensuite, il y a des conditions spécifiques pour les salariés des agences de travail temporaire et les intermittents. Donc, je ne les ai pas détaillés, mais vous pouvez les retrouver sur le site transitionpro.fr. Sur le CPF, donc je l'ai dit, la prise en charge du coût pédagogique, la prise en charge du salaire et la prise en charge des frais annexes. Alors après, il y a des plafonds, c'est-à-dire que les frais annexes, c'est pas 100% des frais annexes. Les coûts pédagogiques, il faut que ce soit en dessous, je crois, de 27 € de l'heure, grosso modo. Mais voilà, en tout cas, sur le principe, c'est l'ensemble des frais de formation qui vont être pris en charge. Sur la rémunération, par exemple, c'est votre employeur qui va maintenir votre salaire et votre employeur se fera rembourser par l'association Transition Pro qui finance ce dispositif-là. Donc, ça ne coûte rien à l'employeur et ça ne vous coûte rien à vous non plus, puisque vous continuez à être salarié et rémunéré pendant la formation. Si vous souhaitez une formation qui se passe sur votre temps de travail, il faut bien sûr demander l'accord à votre employeur, c'est toujours la même chose. Et donc là, il dispose de 30 jours pour vous répondre. S'il ne vous répond pas sous 30 jours, ça vaut acceptation. Et il peut refuser ou reporter sous certaines conditions. C'est bien encadré. Il ne peut pas refuser pour n'importe quel motif. Il est obligé de justifier son report ou son refus. Donc là, je n'ai pas détaillé les conditions, mais vous pouvez les retrouver sur Internet sans problème ou auprès de votre conseiller en évolution professionnelle, bien sûr. Et une fois que vous avez l'accord de votre employeur, que vous avez bien sûr identifié la formation que vous souhaitez réaliser, vous allez devoir constituer un dossier auprès de l'association Transition Pro de votre région. Bien sûr, votre conseiller en évolution professionnelle pourra vous aider à constituer ce dossier. Principalement, il se réalise en ligne, en général, et votre dossier passera en commission. C'est-à-dire que tous les dossiers ne sont pas accordés. Il y a une commission qui va étudier la pertinence de votre projet et notamment selon 3 critères.
Est-ce que votre projet est cohérent? Est-ce que le parcours de formation est pertinent par rapport à votre objectif professionnel? Et est-ce qu'il y a bien des perspectives d'emploi à l'issue de la formation? Donc là, il y a ces 3 critères-là qui vont être analysés par la commission. Et ensuite, il y a aussi des critères de priorité, c'est-à-dire que parmi tous les projets qui auront été jugés pertinents, c'est les projets, par exemple, des salariés les moins qualifiés qui vont être financés en priorité. Voilà. Ensuite, il y a des critères de priorité que vous pouvez retrouver sur le site de votre association Transition Pro régionale. Il y a des questions peut-être, Olivier? Alors oui, j'ai des questions et une qui est liée à un exemple précédent de la personne qui a perdu son emploi suite à incapacité. Donc après incapacité puis inscription à Pôle emploi, est-ce que la personne peut bénéficier du chômage en même temps que la formation? Oui, si Pôle emploi valide, alors il y a des conditions, il ne faut pas toujours dire oui d'office, mais dès lors que le salarié argumente son projet auprès de son conseiller Pôle emploi comme étant un projet qui va lui permettre un retour à l'emploi, ce qui est le cas, puisque le métier de conducteur de grue, dans son périmètre géographique, il y avait de l'emploi. Donc dès lors que que le projet est pertinent, etc., le conseiller Pôle emploi va valider, entre guillemets, le plan de formation. Et dans ce cas-là, la personne pourra continuer à percevoir ses allocations chômage pendant qu'elle est en formation. Par contre, c'est sous réserve de validation du projet de formation par Pôle emploi. Ensuite, concernant le PTP. Pour le PTP, faut-il obligatoirement être salarié ou peut-on le faire après une démission? Non, il faut obligatoirement être salarié. C'est la condition, c'est-à-dire qu'il faut être salarié au moment où on dépose le dossier et au moment où le dossier passe en commission. Et par rapport à du CDI de portage, est-ce qu'on peut bénéficier du dispositif PTP? Alors, il faudrait analyser, c'est vrai que sur les situations particulières, on n'a jamais toutes les informations là sur les webinaires pour répondre, on va dire, de façon sécurisée. Donc, il faudrait explorer bien sûr la situation dans le détail, notamment avec un conseiller en évolution professionnelle. Mais si c'est un CDI en portage salarial, par exemple, normalement, c'est possible. Après, il vaut mieux toujours, quand c'est des situations un peu particulières, un peu plus se renseigner. Parce qu'il y a toujours des cas, voilà, des exceptions, etc. Mais normalement, oui, ça reste un CDI de droit privé dans tous les cas. Donc oui, c'est sur le principe, oui. Donc, si on est salarié, il faut une autorisation de l'employeur. Alors, si la formation se déroule sur le temps de travail. Par contre, vous pouvez tout à fait mobiliser un PTP parce que, par exemple, imaginons que vous avez 2 000 € sur votre CPF, la formation que vous souhaitez faire, elle en coûte 5 000. Et il n'y a pas d'autre abondement possible et vous ne souhaitez pas, vous, compléter les 3 000 € qu'il manque. Mais pour autant, la formation que vous souhaitez faire, par exemple, elle se fait 100% à distance. Donc, potentiellement, vous pourriez faire cette formation intégralement en dehors de votre temps de travail. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'autorisation d'absence à demander à l'employeur. L'autorisation d'absence à l'employeur, c'est vraiment uniquement s'il y a du temps de formation pendant votre temps de travail. Et si l'employeur refuse? Alors, souvent, il peut refuser que sur certaines, enfin vraiment les conditions, elles sont vraiment très restreintes. Il peut refuser si vous ne respectez pas le délai de prévenance. Donc, par exemple, il y a un délai de prévenance. Si la formation, elle dure plus de 6 mois, il vous faut faire la demande à l'employeur au moins 4 mois avant le démarrage. Donc, si vous ne respectez pas, par exemple, ce délai-là, il peut refuser votre demande. Par contre, si vous respectez, on va dire, toutes les conditions légales, il ne peut pas refuser, il ne peut que reporter. C'est-à-dire qu'il peut vous dire, pour des raisons de service, par exemple, parce qu'il estime que votre absence va porter préjudice à l'activité de l'entreprise, il peut très bien vous dire, non, pour une absence de telle date à telle date. Par contre, on peut reporter l'absence et il ne peut reporter que de 9 mois maximum. Donc, si vous faites une demande d'absence, par exemple,
pour une absence qui démarrerait en septembre 2021, votre employeur peut vous dire non, pas cette année. Pendant 9 mois, il peut reporter. Mais ça veut dire aussi que si vous réitérez une demande d'absence, par exemple pour septembre 2022, là, il ne peut plus refuser, enfin, il ne peut plus reporter puisqu'il a déjà utilisé le report de 9 mois. Ensuite, il y a vraiment des conditions très particulières et chaque cas est un peu singulier. Donc, le mieux, c'est de vous rapprocher d'un conseiller ou directement d'une association de transition pro pour les cas un peu plus précis. Autre question, je suis salarié, comment faire une immersion pour tester notre métier? Alors, il faudra passer par votre conseiller en évolution professionnelle, puisque c'est le conseiller en évolution professionnelle qui est à l'origine de cette convention de stage. C'est-à-dire que c'est une convention qui est signée de 3 parties, vous, l'entreprise qui vous accueille et l'opérateur CEP. Donc, il faut déjà prendre un rendez-vous avec un opérateur CEP. Alors, il me semble que dans les 6 régions concernées par le réseau EVA, en tant qu'opérateur CEP, toutes les régions aujourd'hui peuvent délivrer ces conventions de stage. Et c'est notamment dans le cadre de ce que l'on appelle les PMSMP, une période de mise en situation en milieu professionnel. Donc là, vous vous rapprochez de votre conseiller, il vous expliquera la marche à suivre. Ça se fera par contre obligatoirement en dehors de votre temps de travail. Donc sur des congés, par exemple, sur des RTT ou sur des périodes où vous ne travaillez pas, tout simplement. Donc pendant cette immersion, le statut sera stagiaire et quelle sera la couverture sociale? Alors la personne, elle n'est pas stagiaire en fait, elle est, elle est en immersion point. Enfin, il n'y a pas de statut, on va dire officiel lié à cette immersion-là. La couverture sociale, elle est assurée par l'opérateur CEP. C'est-à-dire que nous, on couvre le risque accident du travail pendant cette période d'immersion. C'est pour ça que ça se fait obligatoirement hors temps de travail, parce que si ça se faisait sur le temps de travail, c'est l'employeur qui serait responsable. Alors que là, ça se fait hors temps de travail et du coup, s'il y a un accident, c'est l'opérateur CEP qui assure ce risque. Pas d'autres questions. Hop. Donc là, pour terminer sur le cas de Cyril, la commission elle a validé le financement de son projet de formation dans le cadre du PTP, du projet de transition professionnelle. Donc, il a pu rentrer en formation de plombier tout en restant salarié pour commencer à mettre en œuvre son projet professionnel. Donc, il y a plusieurs intérêts sur ce dispositif-là. La prise en charge déjà des coûts de formation et de la rémunération, mais aussi le fait de sécuriser la transition professionnelle puisque le contrat de travail il est maintenu, c'est-à-dire que pendant que vous partez en formation, votre contrat de travail il continue à vous couvrir. Ça veut dire aussi qu'à l'issue de la formation, vous pouvez tout à fait réintégrer votre poste de travail. Vous n'êtes pas obligé de démissionner ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi rester sur votre poste puisque votre contrat de travail existe toujours. Et autre intérêt, c'est que ça ne coûte rien à votre employeur. Puisque même s'il doit maintenir votre salaire, il en sera remboursé. Donc voilà pour ce dernier cas. Je crois qu'on a un petit peu dépassé l'heure de ce webinaire-là. Donc merci de votre attention. Ce qu'il vous faut retenir, c'est que pour prendre un rendez-vous avec l'opérateur CEP de votre région, il y a un numéro ici qui s'affiche, le 09 72 01 02 03. Je vous rappelle que notre service, il s'adresse exclusivement aux salariés du secteur privé et aux indépendants. Voilà, on ne pourra pas recevoir en rendez-vous les salariés titulaires d'un contrat de droit public. Ce numéro-là, il n'est valable que dans 6 régions, les régions qui font partie du réseau EVA. Donc, on a la région Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie, la région PACA, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est. Si jamais votre région n'était pas parmi les 6 que je viens de citer, vous pouvez du coup retrouver le bon numéro de téléphone de votre opérateur CEP sur le site mon-cep.org, qui là est le site national, donc vous trouverez les coordonnées de tout le monde. Je ne sais pas si avant de terminer, il y a d'autres questions sur le fil, Olivier, ou pas?
Pas d'autres questions, à part une personne qui demande si on peut lui renvoyer des liens vers les formations. C'était au tout début. Je n'ai plus le lien pour voir les différentes formations que vous proposez, notamment pour les jeunes. Est-il possible de me les communiquer? Alors nous, on ne propose pas de formation puisqu'on est opérateur CEP, donc on ne fait que accompagner. Donc nous, sur le site du CPF, vous pouvez voir l'offre de formation éligible au CPF, mais nous, en tant qu'opérateur CEP, on ne propose pas de formation, on ne propose que des accompagnements. Et d'ailleurs, les jeunes de moins de 26 ans, leur opérateur CEP, ça va plutôt être la mission locale plutôt que notre organisme. Nous, on est plutôt sur les salariés, on va dire, moins jeunes, puisque les salariés de moins de 26 ans, ils peuvent être accompagnés par la mission locale qui sont vraiment spécialisés dans l'accompagnement des moins de 26 ans. Du coup, on va en rester là s'il n'y a pas d'autres questions. Merci de votre participation, merci pour vos questions. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre un rendez-vous si vous souhaitez aller un peu plus loin. Merci, à bientôt.